Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver. On vient de prendre connaissance des... Alors ce ne sont pas les chiffres officiels du marché du travail aux États-Unis au mois d'avril, c'est l'ADP, donc c'est une société qui gère un certain nombre de contrats de travail d'entreprise, à peu près 18% de la population active, et le chiffre est faible. Alors autant vous dire que c'est important parce que si on regarde la tendance baissière du dollar américain depuis le début de l'année et ses sous-jacents fondamentaux, c'est essentiellement l'évolution des prix, c'est ce que rappelait la Réserve fédérale la semaine dernière. Mais la Réserve fédérale, elle a tout de même confiance dans la capacité de l'économie américaine à créer des emplois. Alors forcément, c'est pour ça que cette semaine, elle est importante, le chiffre qui vient d'être publié, le chiffre de vendredi, parce que justement, le premier trimestre a vu l'économie américaine ralentir, alors pas décroître, mais ralentir. Et l'idée, c'est que si ça se poursuit sur le second trimestre, en économie, on appelle ça une récession. Et ça, forcément, c'est ce que craignent les économistes et c'est ce qui peut mettre en danger à la fois la tendance de Wall Street et celle du dollar US qui est baissière depuis la fin du mois de janvier. Alors, qu'est-ce qui vient d'être publié? La variation de l'emploi aux États-Unis au mois d'avril, mais il s'agit uniquement des contrats de travail qui sont gérés donc par l'ADP. À peu près 18-19% de la population active aux États-Unis, mais ce chiffre est malgré tout fortement corrélé à la dynamique des NFP, qui sont là les données officielles du ministère du Travail aux États-Unis. Donc, au final, forcément, on a là un chiffre qui ne va pas aider le dollar américain. Donc moi, je vais revenir sur ce que je vous ai proposé ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar. Le dollar américain, dans sa tendance baissière, est un marché qui retrace et qui fait des rebonds, qui ne chute pas en ligne droite. Euh, mais bon, encore une fois, voilà, il suffit de regarder cette courbe. Euh, bon, à moins peut-être de l'inverser, peut-être qu'on verrait une tendance haussière, mais bon, en tout cas, ça reste une tendance baissière. Donc on a une impulsion, un range, une impulsion, un range, une impulsion, un range, une impulsion, une impulsion. Hier, il y a malgré tout, et ça je ne le nie pas, une séance particulière qui a vu une étoile filante en D1 sur l'euro-dollar, un avalement baissier sur le GBP USD. Et lorsqu'on décortique un livre d'analyse chartiste, et notamment la terminologie japonaise, on sait que une bougie D1 doit être confirmée dans l'immédiat, c'est-à-dire par la bougie suivante. En l'état, voir aujourd'hui des bougies japonaises qui ne seraient pas fortement négatives sur l'euro-dollar et le GBP USD, tout simplement les relancerait à la hausse. Donc voilà, c'est aussi un petit rappel de la façon dont on doit utiliser une shooting star. La shooting star ne se vend pas à la clôture. On a besoin de la bougie suivante, ce qui est encore possible. Alors, donc ici le DXY qui peut-être déjà termine son pullback. Alors attention, hein, absolument pas la certitude, donc loin de moi l'idée de dire que c'est le cas. Non, on va regarder les paires en dollars. L'eurodoll, bon, j'en parlais ce matin, je vais revenir sur ce que je vous ai proposé. Là, vous avez donc l'étoile filante d'hier. Précisément à 1,1615, au niveau donc du cours de clôture du chandelier du 24 août. Une étoile filante, c'est confirmé dans l'immédiat, sinon c'est un piège baissier. Alors là, si maintenant on arrêtait la cotation de l'euro-dollar, imaginons qu'on soit à 22 heures, il n'y a pas de signal de vente, il n'y a pas. C'est même haussier. Le fait de ne pas confirmer une bougie japonaise fortement baissière comme l'est l'étoile filante, elle est numéro 1 dans les bougies japonaises aux conséquences baissières, c'est haussier. C'est le principe du piège. Et derrière, on a un violent contre-pied. Alors, la séance n'est pas finie, donc ça peut encore être fortement négatif ce soir. On peut aussi se projeter sur vendredi soir. Si on avait ce type de chandelier weekly, ce serait aussi haussier. Donc, pour l'instant, encore une fois, moi j'ai dit que j'attendais ce soir pour me prononcer, mais ce que j'observe pour le moment, c'est que le taux de change euro-dollar tient donc son tout premier support, donc à savoir les 1,1464, le plus haut du 12 avril, ainsi que la toute première ligne de tendance haussière. Donc, pas encore s'emballer. Vous avez peut-être une espèce de rounding bottom ici sur le RSI H1 de l'euro-dollar. Et puis, il y a une moyenne mobile qui m'intéresse, moyenne mobile à 50 périodes sur l'horizon de temps horaire. Donc la moyenne mobile à 50 heures qui s'est mise à plat et qui pourrait permettre peut-être éventuellement de trancher en intraday. Vous voyez, on est dessus. Donc l'idée, c'est que je vais vous proposer deux choses sur l'euro-dollar, et puis ensuite je vais revenir sur ce qui m'intéressait vraiment, l'euro AUD et l'euro GBP. Donc, l'euro-dollar, clairement, si ce soir la clôture se fait au-dessus de simplement même 1,1511, 1,1520, 1,1530, et qu'on reprend MM 50 horaires, votre étoile filante D1 aura été
un piège. Alors pas réellement un piège, puisqu'en fait on ne peut pas l'utiliser tant qu'elle n'est pas confirmée. Mais voilà, peut-être que parfois on peut être amené à se précipiter lorsqu'on voit ce type de chandelier, lorsqu'on connaît l'importance de la zone de prix 1,15, 1,17. Donc pour moi c'est aussi tout à fait raisonnable de vouloir utiliser la bougie japonaise pour la vendre, hein, parce qu'elle est quand même sacrément moche, la bougie d'hier. Mais pour le moment, alors que se sont déployées les séances asiatiques, alors le Japon est fermé, je vous l'accorde, les séances européennes en grande partie et que s'ouvre la session US, pour l'instant elle n'est pas confirmée. Le GBP USD c'est la même chose. On a en l'état potentiellement après le bearish engulfing d'hier un simple pullback sur la ligne de coup de cette structure en épaule tête-épaule inversée. En l'état au-dessus de 1,44 $, eh bien je vais garder le cap haussier. USD Yen, nous en avons parlé ce matin, c'était le short du jour, l'USD Yen, le pullback à 107,66. C'est tout simple, première résistance horizontale, on s'en est approché de 20 points, ça a été vendu dans le sens de la tendance. En même temps, je sauvegarde quelques graphiques, comme ça, on les aura sous la main. AUD USD, NZD USD sont malheureusement actuellement en souffrance pour des raisons monétaires assez simples, baisse des taux surprise de la Banque de réserve d'Australie. Les chiffres la nuit dernière du marché du travail en Nouvelle-Zélande. C'est d'ailleurs pour cette raison que m'intéressant beaucoup à l'euro pour des stratégies d'achat depuis le début de l'année, ayant constaté la faiblesse de l'AUD, j'apprécie la construction technique de l'euro AUD. Alors, je vais revenir sur moi ce graphique en données journalières. À la base, l'euro AUD, ce que je vous propose, c'est pas du day trading, c'est du swing trading. Il va falloir être patient, il va falloir accepter un risque et donc peut-être un effet de levier faible, voire pas du tout, si vous n'acceptez pas le stop technique. L'idée c'est quoi? J'envisage un double bottom sur une superbe ligne de tendance haussière en place depuis 2012. C'est simple, je vise 1,56. Bon. Le vrai stop graphique, ce serait 1,52. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour tout le monde. Alors il y a peut-être une autre façon d'agir qui serait de se positionner en intraday. Il y a peut-être un range que le marché fait entre 1,53 et 1,53,90. Il y a deux possibilités. Il faut rapidement breaker un 53,90. Si c'est le cas, ce sera une bonne chose. Sous un 53, on ira taper un 52. Il y a donc plusieurs façons de faire. Il y a un day trading qui est possible, un day trade. On gère le day trade sous un 53. Il y a un swing trading qui est possible et qui se gère sous un 52. Dans les deux cas de figure, je pense qu'on peut aller chercher un 56. J'abandonne complètement sous les niveaux de risque là, que je viens de vous préciser. Donc là pour l'instant on voit que c'est tout en haut et qu'on essaye d'attaquer. Donc ça a quand même monté depuis ce matin, bon c'est pas non plus exceptionnel, mais il va falloir quand même rapidement dépasser un 53,90, sinon ça va pas le faire hein, clairement. Donc il va falloir vraiment se bouger sur ce taux de change. Euro GBP, je suis content de l'euro GBP puisque lundi c'était cette superbe divergence haussière cachée. On attaque un seuil décisif, il faut le dépasser pour aller plus haut, sinon c'est fini. 0,7930. Donc si je devais cet après-midi vous donner des seuils à suivre pour valider ou infirmer, 1,5390 euro AUD, il faut dépasser et vite. 0,7930 euro GBP, il faut dépasser et vite. Sinon, ce sera compromis. Eurodoll, bon, vous l'avez compris, on verra ce soir. Le GBP USD, ça peut être encore le pullback. L'USD Yen, finalement, c'était ça la plus belle stratégie du jour. Hein. Pour le coup, hein, faut l'admettre. J'avais quand même un doute, mais c'était le plus beau des pullbacks. Hein. C'était donc ce pullback aujourd'hui sur l'USD Yen. Bon, c'est essentiellement lié à la force du Yen. Sous la première résistance, sous la toute première résistance swing. Donc l'idée c'est toujours d'aller chercher les 105,20 sur le taux USD. On va quand même parler de l'USD CAD et du pétrole, parce que là c'est quelque chose d'un peu plus délicat. C'est parti. Alors, c'est parti, laissez-moi un peu de temps que je me dirige. Donc euro GBP il faut surveiller, euro AUD c'est impeccable. USD CAD. Alors US dollar index, voilà, on est sous la toute première résistance. Pour l'instant techniquement parlant il n'y a rien d'haussier hein, sur le dollar US.
pas de support weekly qui tienne, le support il est là, on l'a pas testé, il y avait un bas de canal, il y a du rythme de marché, il y a un RSI qui est symptomatique d'un marché qui baisse. Sur les 14 derniers jours, vous avez des variations baissières qui sont avec un plus gros poids relatif que les variations haussières. Bon, mais l'USD4, alors qu'est-ce que je peux vous proposer dessus? On est à peu près au même prix que ce matin. Le danger pour l'USD4, enfin le danger, façon de parler, déjà cette ligne de tendance, le marché s'en apprécie. On est sous la toute première résistance, 1,2749. C'est pas réellement la dimension USD, c'est plus le pétrole qui fait un pullback, qui fait un mouvement de retour. Mais pour l'instant, on est sous la toute première résistance. J'irai jusqu'au bout des choses, à savoir qu'on ne peut pas proposer une stratégie sous résistance. Le RSI D1 est sous 50. Clairement, si le marché franchit MM20, regardez, on est comme ici, le 5 avril, le 6 avril et le 7 avril. On fait des petites tentatives au-dessus des MM20 jours, et au final, ça ne passe pas. L'USD CAD, il est impératif, tout comme l'eurodoll, d'attendre la D1, la bougie D1. Parce qu'hier, on a une shooting star sur l'eurodoll qui, si là le FX s'arrêtait maintenant, n'est pas validé. Donc autant vous dire que si maintenant on est 22h et qu'on arrête la bougie D1, demain ça explose à la hausse parce qu'on invalide une bougie baissière. Donc c'est haussier. Mais ce soir l'euro-dollar peut terminer en chute libre à 1,14 hein, et dans ces cas-là on l'aura confirmé. Donc c'est pour ça que je suis obligé d'attendre ces chandeliers D1. Alors je vous laisse me poser des questions sur le marché des changes, il y a de la volatilité et je vais maintenant passer sur le marché actions et sur le marché des matières premières. Laissez-moi juste le temps de charger. Et j'ai une chose très intéressante à vous montrer sur les indices boursiers et notamment sur le DAX. Je trouve ça assez marquant. Il y a, comment dire, une efficacité du Speculative Sentiment Index de FXCM qui est assez bluffante. Laissez-moi juste le temps d'aller chercher ça. Alors, le GR30. Je passe en plein écran qu'on voit quelque chose, sinon ça va vraiment pas être intéressant. Le GR30, il est baissier. Et il n'a pas fini de baisser. Je trouve que le H4 est vraiment impeccable pour le day ou swing tradé. Jusqu'où peut baisser le GR30? Déjà on a ce canal. Alors rappelez-vous à l'époque, donc l'interruption de la baisse du GR30 avait été suggérée par un oscillateur ici, en l'état, donc cette divergence haussière H4 sur le GR30. Là vous avez une phase de baisse qui est bien guidée donc, par ces moyennes mobiles qui sont descendantes. Le RSI H4 arrive en zone de survente, donc on doit se situer à peu près comme ici. D'accord? Il peut y avoir bientôt un petit rebond, quelque chose comme ça, mais je pense que le marché va avoir besoin, dans ce bas de canal, de construire un creux. Alors, j'ai réussi à vous récupérer juste avant, j'espère que vous m'entendez, d'ailleurs je regarde le son parce que sinon je parle dans le vide depuis tout à l'heure, ouais c'est bon. J'ai réussi à me procurer juste avant de commencer le live les données du Speculative Sentiment Index du DAX. C'est tout chaud, donc ça date essentiellement les positions qui ont été ouvertes ce matin. Regardez quelque chose qui est significatif selon l'approche contrarienne des marchés financiers. Vous avez le prix ici, donc je compare à la courbe. Voilà, c'est, je vais réduire un petit peu. Voilà, on va dézoomer. Voilà, donc là vous avez le prix. Ici vous retrouvez le prix. Et ici en vert vous avez les retail open long position. Bon, les positions d'achat parmi les traders qui traitent chez FXM dans le monde, hein, concrètement. Le fait de voir le prix baisser et le réservoir des acheteurs se remplir et atteindre un sommet, il est presque à ras-bord. Le prix baisse, le réservoir des acheteurs se remplit. Lorsqu'un réservoir est plein, imaginez un bidon d'eau, il est plein. Et vous continuez à le remplir, qu'est-ce qui se passe? Il se vide. Un réservoir des longs qui se vide, c'est quoi? Ce sont des ventes. C'est des stops, un long stoppé. C'est une vente au marché. Donc ça entretient, de ce point de vue-là, c'est une approche en termes de capitaux, la dynamique baissière. Alors, attention tout de même à une chose, la dynamique baissière du DAX, elle est ancienne, d'un point de vue du swing trading, elle a commencé le 21 avril, on approche du bas de canal, mais il n'y a pas encore de divergence, mais dites-vous bien qu'à proximité des 9800 points, le marché pourrait tenter de faire un creux, à proximité des 9800 points. Donc, surveillez ça, c'est quelque chose qui me paraît important ici en termes de rythme de marché. Ça reste baissier, on a exactement la même lecture sur le CAC 40 qui s'enfonce, il n'y a toujours rien d'haussier dessus.
Le Eurostoxx 50 en H4, idem. Mais il y a un écart en moyenne intraday qui est élevé. Bon, moi vraiment ce qui va m'intéresser, c'est le bas de canal. Je vous l'ai montré sur le GR30. Je vais juste le tracer sur l'indice Eurostoxx 50. On y est presque. Donc on va enlever tout ce qui est superflu, si vous permettez. On va se concentrer sur les vraies choses. Le bas de canal et le RSI H4. Bon, et ben le bas de canal sur le GR30 et le RSI H4. On est proche du bas de canal, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à surveiller un retournement potentiel. Alors les marchés actions US, la situation devient un peu délicate, mais il ne faut pas non plus exagérer le risque baissier du marché actions américain. Malgré tout, sur le plan de la dynamique des prix, le SP500, la bougie D1 ici n'existe pas, elle est en construction. Le SP500 depuis 3 séances tenait une ligne de tendance, MM50 jours. Concrètement sur les deux indices boursiers américains, on est en train de tester la partie basse de ces formations élargies, espèce de structure en porte-voie légèrement ascendante que le marché a fait juste à proximité des sommets historiques. D'accord? Donc ça c'est important. Moi j'aurais tendance à clairement pas inviter là une stratégie d'achat sur les indices US. Le prix baisse, le momentum est baissier. Moi j'ai plutôt le sentiment les moyennes mobiles, on peut toujours trouver une moyenne mobile, hein. On ajuste le paramétrage de la moyenne mobile, vous allez toujours en trouver une qui sera au contact des prix. Je vais en mettre une plus dynamique. Regardez, je vais simplement mettre la 20 jours. Vous allez voir que maintenant elle doit être couvrante pour les cours. Voilà, elle est au-dessus. Le marché, si vous prenez toute la hausse du SP500 depuis le 10 février et le superbe double bottom sur 1800 points, la cassure de la ligne de coup à 1950 points, on est passé en dessous et on sort par le bas. Moi, si je devais vous livrer un point de vue sur les indices boursiers américains à horizon 2 semaines, c'est voir un SP500 se replier en direction des 2020 points. 2020 points, c'est quoi? C'est la base de cette formation élargie, avec finalement un repli qui se fait à... C'est pas réellement les sommets historiques, 2116 points, ce ne sont pas les sommets historiques, mais c'est malgré tout les sommets de l'automne 2015. Donc, SP500, je pense que le marché, et je pense que peut rester avec une opinion négative, pourquoi pas en gérant son risque avec MM20 si vous vous intéressez à ce marché et que vous êtes à la recherche de repères techniques. Bon, je vous donne mon opinion, ce n'est que mon opinion ici encore une fois, hein, y a pas, voilà. Donc MM20 jours pour viser la partie basse de la formation élargie. Si je retourne sur le Dow Jones, l'avantage de ces deux indices, c'est que d'un point de vue technique, parfois ils sont différents, parfois non. Quand ils sont rigoureusement identiques, c'est propre. La même construction, le double bottom, la MM20 jours qui a guidé toute la phase de reprise, la formation élargie. Tant que le marché est couvert par MM20 arithmétique, ici en D1, donc jour sur le Dow et le SP500, j'ai deux cibles techniques qui sont à 17 400 sur le Dow Jones et qui sont sur le SP500 si je retrouve 2021 points. Voilà donc ce que j'envisage comme target sur ces objectifs. Alors, je vais revenir sur le DAX en intraday. Bon, un coup d'œil quand même sur le DAX en weekly pour bon. Le weekly, on ne peut pas s'en servir maintenant, mais forcément, ou encore même le CAC, hein, ça fait biseau, hein, donc forcément, on peut avoir le sentiment que la baisse pourrait se prolonger. Je vais juste voilà, retrouver la chose, c'est que je pense que le bas de canal déjà va être atteint par le marché, ce qui nous donne un 98,00 sur le GR30. Et le vrai risque derrière, c'est d'en sortir par le bas. Et dans ces cas-là, ça nous ramène avec un SP500 à 2020 points. Ça nous ramène, alors je ne sais pas, demain, après-demain, au début de semaine prochaine, un GR30 en direction des 9441. C'est quelque chose qui est envisageable si on sort du canal. Pour l'instant, on n'y est pas. Le marché peut réagir, peut proposer, comme à l'époque, il y a 3 semaines, des divergences haussières, exactement comme celle-ci, qui était propre ici, hein, sur 5 et 7 avril. Donc ce sont des choses qui sont possibles. Les indices boursiers testent là donc prochainement des seuils critiques à un moment où il y a de la vol sur le marché des changes. Il y en avait un peu moins, forcément lorsque l'euro-dollar arrive dans cette bande d'hyper-volatilité 1,1450, 1,17, ben voilà, ça peut là aussi agir sur les indices boursiers. Voilà donc moi ce que je peux vous proposer sur ces indices. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si on craint la vol FX, si on doute de la capacité du GR30 à poursuivre? Il y a un marché. Et là, je vous en parle depuis le début de la semaine, vous n'êtes pas forcément intéressé par cet actif, c'est le marché de la dette souveraine allemande, le prix du Bund, techniquement parlant, depuis le début de la semaine, sur un support. Il a déjà commencé à repartir,
il attire les capitaux, marginalement certes, mais malgré tout, ce qui a quitté les actions, parce que le GR30, ça a été vendu depuis 2 semaines. Bon, j'apprécie moi le prix du Bund. Euh, Réaction sur une ligne de tendance haussière, clairement, si le SP500 va à 2020, si le GR30 va à 9800 et casse le canal, le Bund va s'envoler. S'envoler. En tout cas, va progresser. Moi j'aurais tendance à vous proposer presque d'anticiper la sortie haussière de cette pattern qui est une figure de range assez classique au-dessus de cette superbe ligne de tendance haussière qui existe depuis le printemps 2015. Alors le printemps 2015, je pose la question, qu'est-ce que c'est? C'est l'engagement du programme de quantitative easing de la BCE. La BCE rachète du souverain, rachète du corporate maintenant, mais rachète surtout du souverain, rachète du Bund. Forcément, je pense que là aussi, avec en plus un dollar US qui là fait débat depuis hier, il y a de la volatilité, il y a deux maisons actuellement. Ceux qui pensent que le dollar US fait un point bas, et au contraire, ceux qui défendent l'accélération de la tendance baissière du dollar US. Ça peut agir sur des actifs cotés en dollars, notamment ceux à l'aspect refuge comme le gold, l'argent, donc je peux comprendre qu'on puisse craindre un peu et qu'on puisse attendre de vouloir être fixé. Le Bund, il s'en fiche. Le prix du Bund, il s'en fiche. C'est peut-être aussi ça qui peut expliquer un certain report des capitaux sur ce marché. En tout cas, je pense qu'au-dessus des 161, le marché peut remonter à 164-75, quelque chose comme ça. Le GR30, bon bah écoutez, rien de nouveau depuis tout à l'heure. De toute façon, honnêtement, la tendance baissière depuis 2 semaines du GR30 va rester active tant que vous ne constaterez pas une inflexion de la courbe des positions acheteuses des traders. Vous avez ici donc la courbe, je la superpose, je zoome. Enfin, franchement, on a déjà vu ça une fois, mais là c'est significatif. Alors que le marché s'est quand même fortement replié. Regardez l'explosion des positions longues. Elles ont nettement croisé à la hausse les positions short et ça s'accélère. Et forcément, c'est un facteur donc, qui entretient la dynamique baissière. Ok, un tour sur les matières premières, et ensuite je reprends tout ce que vous voulez, l'eurodoll, le GBP, tout ce que vous voulez. Alors, laissez-moi juste ouvrir la disposition sur le pétrole. Ah, puis non, on va commencer par l'once d'or, on va se faciliter la tâche. Et puis non, on va faire du pétrole. Alors ok, le pétrole. Au-dessus de 42 dollars, c'est pas baissier. C'est un peu ce que j'évoquais en début de semaine. À un moment ou à un autre, des marchés reviennent à la moyenne. On revient à la moyenne quand on enchaîne des séances consécutives de hausse. Il y a un indicateur que je n'ai plus, mais dont je parlais beaucoup à l'époque, le Disparity Index, qui représente en pourcentage l'écart entre les prix et certaines moyennes mobiles. Et souvent, il y a des résistances, c'est-à-dire que, je sais pas, le pétrole atteint 5% au-dessus de la moyenne mobile, ça baisse. Et ça, on ne le voit pas d'un point de vue chartiste. Ce sont des résistances, pas imaginaires, mais elles invisibles. Un pourcentage d'écart à la moyenne mobile. Alors là, je l'ai plus l'indicateur, il faudrait que je le remette. Mais tout ça pour dire que lorsque le pétrole a atteint 46 dollars, il y avait un écart significatif aux toutes premières moyennes mobiles simples. Elle remonte. Regardez MM20 aujourd'hui. Elle renforce 42,40. Bon, ça m'intéresse. On va basculer sur du H4. Qu'en est-il? Est-ce la fin de la baisse? Alors, il n'y a rien qui me permet de le dire. Il y aurait presque une divergence haussière cachée en H4 sur le pétrole. Mais elle n'est pas valide. Elle le serait, mais nettement, si le marché dépasse 44,50. Donc je vais le mettre. On dépasse 44,50, on va tout en haut. Pourquoi? Parce qu'on active une div cachée, et ça c'est dans le sens de la tendance. Elle est très similaire à celle de l'euro GBP, qui a bien fonctionné depuis le début de la semaine. Donc pour le moment, le pétrole, il y a toujours cette possibilité d'aller chercher 42, cette ligne de tendance haussière. Là, on tente une stabilisation. L'autre possibilité, c'est de dépasser 44,50. Pour l'instant, on ne sait pas. Le gold. Alors, notez une chose. L'once d'or, hier, a très peu souffert du contre-pied, en tout cas, des rachats de short sur le dollar US. Non, parce que on va pas se cacher, le chandelier hier du dollar US, si je prends toute la baisse depuis le début décembre, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un chandelier comme ça sur le dollar US. Donc forcément, ça invite à se poser des questions. Est-ce la fin de la baisse, etc., etc. Ça interpelle. Mais l'once d'or n'a pas bronché, ou très peu. Et en cours de clôture, il n'y a pas d'alerte. Pas d'alerte haussière sur le dollar. Il y a, par contre, et puis au final,
est-ce qu'il y a réellement eu une surprise, au-delà de la forme du chandelier? Est-ce qu'il est surprenant de voir le dollar US retracé? Encore une fois, vous avez ici toutes les bougies des 1 depuis le début de l'année. Le dollar ne fait que ça. Parce qu'on parle quand même du dollar américain. C'est pas open bar sur le dollar US. On n'enchaîne pas des séances directionnelles 20 à la suite. Il y a trop d'enjeux. Je ne dirais pas que c'est contrôlé, mais c'est maîtrisé. Et puis, c'est tellement important que forcément, il y a plusieurs points de vue qui s'opposent. Des catégories d'investisseurs fortement dotés en capitaux qui n'auront pas le même point de vue. Donc, forcément, ça crée un mouvement de ce type-là. Le dollar US peut parfaitement remonter vers sa première résistance à 94. Tout comme il peut faire un range, comme ici, et rebaisser. Tout comme il peut remonter vers sa résistance et la redépasser. Le dollar US n'a pas franchi de résistance depuis début décembre. Si un jour il franchit une résistance journalière, comptez sur moi pour repasser haussier, parce que derrière il y aura une certitude, en tout cas une forte probabilité de le voir remonter davantage. Et moi j'ai besoin de ça. Enfin en tout cas c'est ma façon de faire. C'est pour ça que bon, je vais avoir du mal à vous proposer un achat intraday dans un actif qui était sous pression. Et heureusement qu'il y a de tout dans l'analyse de marché, dans le trading, sinon on finirait par s'ennuyer. L'once d'or, donc, revenons à nos moutons, a, je trouve, bien résisté hier. Il applique le même principe que les autres actifs, le retour à la moyenne. Regardez la pente de MM20 bleu, MM50 rouge, MM100 marron. Haussière, les trois. Un alignement parfait. MM20 au-dessus d'MM50, au-dessus d'MM100. Laissez le temps à MM20 et MM50 de remonter. Le premier support sur le gold est à 1270. Faut-il acheter 1270? Vous savez, mon opinion, c'est qu'on va faire un range, quelque chose entre 1270 et 1307. Et qu'on finira par sortir par le haut pour aller chercher 1340. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre... j'ai déjà mis 1340. Laissez un peu, aujourd'hui, demain, après-demain, MM20 remonter. Intéressez-vous aux 1260. Allez, je vais vous donner une zone de prix d'invalidation. 1260, 1270. Soit elle peut être utilisée pour gérer son risque, soit pour payer. Soit rien du tout. En fait, concrètement, vous faites ce que vous voulez. Alors, on peut éventuellement ajouter ici une ligne de tendance pour essayer de renforcer celle qui va... Bon, voilà, moi je pense qu'on va faire quelque chose de latéral là-dedans. Le temps de permettre aux moyennes mobiles de remonter. Et à terme, je vise toujours mon 1340. Bon, voilà. C'est ce que je peux vous proposer pour l'instant. Alors l'argent, réaction intéressante sur une ligne de tendance. Je vais juste mettre une moyenne mobile un peu plus longue. Bon, l'argent c'est critique, c'est maintenant ou jamais. Ligne de tendance haussière. Honnêtement, ça se... Permettez-moi l'expression, ça se tente avec un risque limité. On casse la ligne de tendance, elle est à 17,17, c'est terminé. On l'a testé pile poil ce matin, cette ligne de tendance haussière. Sous 17,17, c'est over, c'est terminé. Il n'y a plus de... On baissera, et c'est forcément là un dollar US qui remontera davantage. Donc tous ces marchés sont en effet sur des niveaux techniques importants. Alors l'US Oil, je ne dis pas qu'il y a une divergence haussière cachée, je dis qu'il y a quelque chose. Et je vais par contre la défendre si on redépasse 44,50. On redépasse 44,50. Franchement, je pense que le pétrole va redémarrer fortement. Enfin fortement, remonter en direction de ses plus hauts. Voilà, voilà. Donc j'enregistre juste ça. Je repasse sur le FX et puis je vais me diriger vers vos questions. C'est mon dernier point de marché de la semaine, donc je vais essayer de bien répondre à vos questions. Oula, il faut pas que le logiciel craque. Je pense que là vous m'entendez encore. Ça doit être encore bon. Voilà, c'est impeccable. Je dois admettre que l'Eurocad est quand même dans des dispositions techniques vraiment intéressantes aussi. Eurocad 1,50. On peut viser 1,50.
elle est pas mal. De toute façon, l'euro se reprend, bon, les devises Como sont en souffrance, ça c'est un fait, mais l'euro CAD est aussi très intéressant. Ok, je suis sur ce graphique du GBP USD, j'ai toujours le sentiment qu'on fait juste un pullback sur 1,44, le marché peut encore respirer, j'attends la moyenne mobile, et maintenant je vais me diriger vers vos questions tout simplement. C'est parti. C'est simple, là, je remets du D1, du journalier, bien la montrer, la superbe shooting star de l'eurodoll, mais qui est complètement une réalité. Hein. Je ne fais pas comme s'il n'avait pas vu. Hein. Le premier à avoir vu l'étoile filante de l'eurodollar. Et je suis aussi le premier à ce soir 22 h ouvrir ma plateforme, peut-être la mobile, et regarder la forme de la bougie japonaise D1. Et à partir de là, j'ai mon opinion, et elle sera ce que me dira l'analyse technique. Ok, c'est parti. Bonjour à tous, je poste tous vos commentaires. Alors, quel livre en français? Alors, il y a quel livre en français sur l'analyse chartiste pouvez-vous me conseiller? L'analyse technique des marchés financiers par John Murphy, ou non, même plus simple, l'analyse visuelle. Voilà, je vais vous le noter. Il y en a un qui est encore mieux, il fait 200 pages, il est tout simple. L'analyse visuelle des marchés financiers par John Murphy. Il fait 200 pages, 230 je sais plus. C'est la base de base. Parce qu'en fait l'analyse technique, donc graphique, c'est avant tout visuel. C'est pour ça qu'un graphique, ça doit être épuré, propre. Souvent, on doit pouvoir comprendre l'opinion d'un analyse graphique sans avoir son commentaire, juste son graphe. Si c'est suffisamment visuel. Parfois, ça l'est pas. Donc voilà, je vous conseille ça, moi, l'analyse visuelle. Vous voyez, donc Eurodol, hein, on tient la ligne de tendance, mais on tape MM50 H1 et ça passe pas. Donc ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc il n'y a pas de signal sur l'euro-dollar aujourd'hui. Pas haussier en tout cas, pas haussier. GBP Yen, je vais en parler. Qu'est-ce qu'un wedge? Qu'est-ce que le GR30? L'USD Yen peut-il encore descendre? Ok, c'est parti, j'ai tout posté, j'y réponds. Alors, c'était quoi la première question? Le GBP Yen. Alors, GBP Yen, potentiellement, pourrait céder. Il est sur une ligne de tendance. Lui, il est baissier, le GBP Yen. Le Yen est haussier. Forcément, là, le Yen bénéficie en premier lieu de la version au risque. D'abord le Yen, ensuite l'euro. Mais c'est d'abord le Yen, il n'y a pas photo. GBP Yen est bear. Moi, le GBP Yen, je vis 150. Et je n'ai pas changé d'avis. Donc, je vais placer 150 sur le GBP Yen. Ça va beaucoup dans le sens de la poursuite des prises de bénéfices à Wall Street. Le GBP Yen, je vais mettre une toute première résistance à 158,40. En dessous, j'envisage que cette trendline ici, qui est toute petite, cède. Donc c'est baissier. GBP Yen baissier. Objectif 151,80 et 150. De toute façon, vous savez, le véritable enjeu de la semaine, c'est l'eurodoll. Est-ce qu'on repart à l'assaut d'un 16, un 17? Est-ce qu'on temporise? Et ça, de toute façon, ce sera lié à une seule chose. Si la Fed remonte ses taux en juin, elle ne le fera pas. Mais si elle suggère en juin qu'elle va le faire en septembre, le dollar va remonter. Parce que septembre, c'est pas si loin. Le faire en décembre, c'est carrément ne pas l'avoir fait de l'année, voire peut-être ne jamais le faire. Il y a aussi une chose, hein, n'oubliez pas, les élections aux États-Unis. Est-ce que la réserve fédérale peut, en fin d'année, remonter les taux en fin de période électorale? Ça dépendra énormément de la macro. Pour le justifier, il faut une macro hyper solide. Ce qui intéresse les électeurs, c'est le marché du travail. Donc forcément, même si on sait que la Fed a atteint ses objectifs sur le marché du travail, la moindre faiblesse de ce côté-là, parce que c'est acquis, on sait que c'est solide. Bon, là, on voit que c'est pas si vraiment acquis que ça, parce qu'il y a quand même là une déception hein, sur l'ADP. Mais ça ne veut pas vraiment dire grand-chose pour le NFP, donc on verra. En tout cas, ça ne va pas forcément aider le dollar US à terme. C'est pour ça que j'éviterais d'être trop haussier ou agressivement haussier sur le dollar US. Tout en ayant conscience que ça fait 3 mois que ça baisse. Et que ça retrace. Mais ça, on le sait que ça retrace. Donc il y a de la place.
Alors, une question sur la UD USD. La UD USD, bon, il y a potentiellement cette div, etc. et tout, mais non, moi je vais rester baissier sous. Enfin, non, rien du tout en fait. Sous 0,7550. Peut-être qu'on peut revenir ici. Ça a cassé une trendline. C'est vrai qu'il y a un semblant de div, mais qui n'en est pas une, donc non, je vais rester baissier. NZD USD, ça c'est la paire de devises qui est définitivement pas un taux de change de breakout. Il n'y a pas de mouvement vertical, il n'y a pas de cassure suivie d'accélération. Ça retrace. On est sur un support, un 0,69, le fameux support. Ça peut tenir. 0,69, le support du NZD. Pourquoi pas? Mais bon, c'est le NZD quoi, hein, c'est compliqué. Donc le USD Yen sous 107,66, moi je reste baissier. L'eurodoll, le GBP USD, on en a parlé dans tous les sens. Euro AUD, Eurocad, moi j'ai des anticipations positives. Attention, je parle de swing trading, d'accord? Donc le bruit intraday, moi peu importe, j'ai un paramétrage, j'irai jusqu'au bout. Et vous savez maintenant que je suis transparent sur les trades, donc voilà, jusqu'au bout. AUD USD, oui. Alors, bien sûr, il y a cet après-midi les stocks de pétrole aux États-Unis, ça va avoir un impact sur le pétrole. Alors l'USD-CAD, je vais revenir dessus. On va parler de l'EuroCAD, du GBP-CAD et de l'USD-CAD. Bon, l'USD-CAD franchit une résistance. Alors non, non parce que regardez, MM20. Regardez ce qu'on a fait ici le 5 avril. J'attends de voir la clôture. Moi franchement, j'avoue là c'est aussi. Hein, on s'attaque à la première résistance. On peut peut-être aller chercher le haut de canal. Peut-être pourquoi pas les 1,2850. On peut pas vendre là, il y a un momentum qui est positif, mais c'est l'USD4, je l'ai mis dans la même catégorie que l'eurodoll. On peut rien faire sans la bougie D1 de ce soir. Donc là, le marché s'attaque à MM20 qui en effet bloque, attrape la tendance baissière depuis le 26 janvier. Si le marché la dépasse, il y aura un changement en effet, il y aura un signal technique, il y aura un vrai signal technique. Pour ça, moi je vais, alors je dis pas que c'est du décorrélé, l'euro-CAD, l'euro AUD, l'euro GBP, mais franchement c'est moins volatile, il y a moins de liens avec, avec ce débat du dollar US. Moi cette semaine c'est ça, hein, c'est l'euro GBP, l'euro AUD, l'euro CAD. Il y a moins de vols, plus de construction technique, c'est plus propre, ça me plaît. Y a-t-il une corrélation entre l'Eurostock 50 et le GR30? Naturellement, elle est très forte. Elle tend vers 1. D'après toi, est-ce que l'USD Yen peut redescendre? Alors, d'après moi, est-ce que l'USD Yen peut redescendre? Donc ça, c'est un graphique mensuel. Bon, bah oui, ma réponse est plutôt oui en fait. Je vais... Attendez, laissez-moi juste attraper le chart intraday. Il est où? Il est où? Je l'avais à l'instant, il a disparu. Oui, il est là. Donc oui, il n'y a pas de sujet pour moi. Sous 107,66. Je vais mettre une moyenne mobile. Je fais pas ça pour... Il y a pas de, je cherche pas à me rassurer. Hein. C'est juste la pratique de la combinaison des indicateurs techniques. Hein. Voilà, c'est une des forces de la T, c'est ça. Bon, la 20 est là, ok. Oui, moi sous 107,65, je vais en effet garder cette anticipation. Je vais me mettre encore sur le journalier de l'eurodoll. Bon, je l'attends avec impatience, moi. La belle shooting star. Franchement, si ce soir on se fait une grosse rouge et qu'on clôture à 1,14, forcément là, c'est compliqué. Elle a été, on aura une étoile filante active, donc mais voilà, on va voir la clôture de ce soir. Et plus que jamais la weekly. Et à un moment ou à un autre, c'est lorsque justement le marché teste des zones aussi importantes que celles que teste l'eurodoll hein, depuis 2 jours. Il a mis quand même novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 6 mois à passer du bas, donc de 1,05 à 1,16, 1,17. Ça fait 6 mois, il aura fallu 6 mois d'oscillation pour revenir tout en haut. C'est la zone critique, parce qu'on la dépasse, on va à 1,20, on rejette, on peut retomber à 1,10, donc forcément qu'il y a du débat. Quand il y a, je dirais, des catégories d'investisseurs, c'est derrière ça, c'est des théories aussi fondamentales qui s'opposent. La divergence des politiques monétaires, celle qu'on connaît tous, ou la nouvelle thématique du ralentissement de la croissance économique aux États-Unis, ou encore peut-être de l'accélération de la macro en Europe. Et puis, il y avait un consensus l'année dernière. Tout le monde vendait l'euro-dollar, c'était pas compliqué. Maintenant, il y a
des gros capitaux qui n'ont plus la même approche fondamentale. Et forcément, dans ces zones de prix, ça bataille. Alors, un peu décorrélé de temps en temps, un peu d'euro CAD, un peu d'euro AUD, un peu d'euro GBP. Regardez, il y a depuis 20 minutes une volatilité d'environ 30 pips sur l'eurodoll. Il n'y en a pas sur l'euro GBP de vol, ça garde le cap. Encore l'euro AUD, il n'y en a presque pas. Donc ça confirme un peu leur statut de décorrélé, il y a un mouvement, c'est peut-être ces taux de change là qu'il faut privilégier cette semaine. Allez, on passe sur le DAX. Je vais essayer de vous trouver les dernières données du SSI. Alors hop. On va voir ce qu'il y a à ma disposition. Donc je pense que on devrait aller chercher 98,10, 98,00. Alors il y a des chiffres du commerce extérieur au Canada qui n'étaient pas exceptionnels. Bon, j'ai pas les toutes dernières données. Alors j'ai le SSI de l'eurodoll. Là aussi, c'est pour ça que je suis méfiant. Il n'y a pas une explosion des positions longues là dans la baisse. D'un point de vue contrarien, il y a encore cette possibilité de voir l'euro-dollar tenir le choc. Hein. Donc bon, bon, vous avez compris, hein, j'attends la bougie d'air. Donc sur ce graphique du DAX, visez le canal baissier et ensuite il va falloir peut-être prendre des bénéfices. Et sur le FX, si cette semaine le dollar US vous donne des frissons, des sueurs froides, un peu de décorrélé. Donc je vous ai proposé quelques choix, mais il y en a sûrement d'autres. Sûrement d'autres. Et les paires en yens, je pense que GBP Yen va décrocher. J'ai le sentiment que GBP Yen pourrait casser cette trendline. Donc il y a des choses aussi intéressantes sur les paires en yens. Merci d'avoir été attentif. Bon après-midi. Et prochaine émission, c'est le point de marché Vague d'Elliott. Attention, il n'aura pas lieu dans la salle de trading. Il a été mis en page d'accueil. Donc vous allez en page d'accueil de DailyFX. Il a été enregistré ce matin. Vague d'Elliott, fourchette d'Andrews, le point de marché du mercredi 4 mai. Merci beaucoup, bon après-midi et à plus tard sur DailyFX.